Bonsoir et bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Trisoko, ce jour, nous allons parler du 24 mars, célébré il y a quelques jours. 24 mars 1969 nous rappelle le décès du feu président Joseph Kasavubu, le tout premier chef de l'État du Congo indépendant. Il y a 53 ans qu'il est décédé. Nous parlerons de ses mérites, mais aussi de ses vertus. Avec Monsieur Dieudonné Bifoumanou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été à la base d'une grandiose organisation de ce 53e anniversaire du décès du feu Joseph Kasavubu. Et avec vous, on essaiera un peu de parler de ses mérites. C'est vrai aussi, nous essayerons de parler également de votre discours que vous avez fait devant plusieurs personnalités à la messe. C'est bien que les activités ont commencé au mausolée, au rond-point Kimpwanza. Et nous sommes partis ensuite à la messe et pour chuter dans une grande et bonne soirée que vous avez organisée à l'honneur de tous ceux qui ont participé à ces activités. Mais sinon, s'il faut parler de Joseph Kasavubu comme personnalité de l'histoire qui a marqué alors l'histoire du Congo démocratique indépendant, on peut dire que c'était un grand et alors parmi les très grands que le Congo n'a jamais connus. Bien sûr. D'abord, pour diriger un pays comme le nôtre, c'est que vous avez certaines vertus ou certaines qualités qui font que Dieu vous choisisse à ce moment-là. Et pour Kasavubu, c'était la même chose. Il est le premier président depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, ça c'est vrai. Et les gens disent de lui beaucoup de choses par rapport à ce qu'il était en tant que président de la République. C'est-à-dire la bonne gouvernance, la très bonne gestion des fonds publics, la sagesse. Il n'était pas quelqu'un qui est un impulsif. Donc quand il y avait un problème, il réfléchissait avant de donner la bonne solution qui était adaptée par rapport à ses moyens. Donc ça, c'est ce que ceux qui ont vécu sous le régime de Kasavubu disent. Et là, il n'y a pas de problème. Tous les historiens le disent. Tous les commentateurs, les politiciens de son époque le disent. Ils reconnaissent Kasavubu par rapport à cela. Et partant de cette réalité, de nous qui n'avons pas été acteurs à ce moment-là, quand il était vivant, donc nous ne pouvons que respecter, accepter ce que les autres ont dit. Est-ce qu'on peut dire que si on avait des gestionnaires à tous les niveaux comme Kasavubu, le Congo serait développé alors? Mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, la bonne gouvernance est une des qualités que nous recherchons dans nos dirigeants. Maintenant, lui avait cette bonne gouvernance. Si les autres aussi avaient la même bonne gouvernance, le pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais pour comprendre les bienfaits ou ce qu'était réellement Kasavubu... Mais sinon, à leur époque, on n'a pas entendu parler des détournements, des corruptions. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été dans des écoles différentes des nôtres? Ou sinon, les sociétés... Nous n'avons pas la même société congolaise. Nous n'avons pas vécu dans la même société congolaise. Le monde entier n'a pas vécu dans la même position, dans le même contexte. C'est-à-dire, les mots qui rongent une société au présent, ce sont les mots de cette génération-là. Donc on ne doit pas confondre les choses. Prenons pour prendre un exemple vraiment banal. Aujourd'hui, la jeunesse, on parle de Kuluna. Mais il y a quelques années, il y a même 10 ans, les mots Kuluna n'existaient pas dans le vocabulaire même des Chinois. Mais, à cette époque-là, quand vous parlez des balados, vous avez les répondants. C'était un peu similaire à ce que nous vivons aujourd'hui. Et avant, vers les années 70, on ne parlait pas de balados. Mais on parlait de billes, des gens qui étaient... des jeunes gens qui aimaient toujours se battre. Donc, c'était une génération. À Kimbansek, à l'époque, il y avait un certain Mivé John. Ceux qui ont vécu l'époque
ils se rendront compte qu'il y avait un phénomène de gangstérisme qui existait à cette époque-là, mais qui avait une autre appellation. Et ça a évolué après, même si les enfants de Matete étaient devenus des grands karatékas. C'était pour répondre à une époque. Sinon, est-ce qu'on on peut dire aujourd'hui que non, les karatés n'existent qu'à Matete? Non. Mais dans ce contexte-là, c'est arrivé comme ça. Donc là, il faut comprendre que c'est un contexte aussi particulier. Voilà, à chaque époque, il y a un contexte particulier. Et c'est par rapport à ce contexte qu'il faut apprécier ceux qui doivent diriger ou ceux qui ont dirigé. Et donc, on peut dire que nous ne sommes pas dans le contexte de la bonne gouvernance. Non, non pas que nous ne sommes pas dans le contexte de la bonne gouvernance. Qu'est-ce qui nous manque alors pour bien gouverner? Beaucoup de choses. Qu'eux ont eu, que nous n'aurons pas la possibilité d'avoir aujourd'hui. Tout ça. Parce qu'eux n'avaient pas d'abord beaucoup d'intellectuels. Oui, mais ils ont mieux géré. Justement, c'est-à-dire le fait d'abord d'avoir beaucoup d'intellectuels qui se contredisent sur les plateaux de télévision, ça peut aussi créer un désordre. Mais là, les gens se disent, mais quelle est la bonne chose à faire? Parce que tel vient ceci, il dit ça, tel autre vient ceci. Mais cette grande contradiction... Non, mais même ailleurs, il y a la contradiction, mais malheureusement, ils continuent avec peut-être de bonnes pratiques, heureusement donc. Mais bien sûr, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire, je vous envoie la phrase de Blaise Pascal. Blaise Pascal a dit une chose fondamentale qui s'applique à notre pays. Une justice sans force, est impuissante. Et une force sans justice est tyrannique. Maintenant, s'il faut appliquer ça à Kasavubu et son successeur Mobutu, on dirait que Kasavubu était juste un homme de la bonne gouvernance, mais malheureusement, il y avait une impuissance sur le plan national, il y avait des désordres par-ci, par-là. Donc, sa qualité d'être juste l'a empêché en face d'une force qui était faible, a fait triompher les désordres. Donc, une justice sans force est impuissante. Donc, on a vécu l'impuissance de la justice. Tout simplement parce que cette justice n'avait pas pour socle la force. Maintenant, Mobutu a cru que comme il y a les désordres à cause du manque de la force pour soutenir la justice, lui a appliqué la force. Lui est arrivé avec... Il a cru que l'élément qui manquait, c'était la force. Il a privilégié la force. Alors qu'il devait considérer la justice comme un acquis, et à cet acquis-là, ajouter la force. Mais lui a privilégié la force. Conséquence, la tyrannie. Alors, maintenant, est-ce que nous avons acquis toutes ces leçons pour que nous ayons et la force et la justice? C'est ça aussi qu'on doit régler dans notre pays. Mais nous reconnaissons également dans le régime de Kasavubu des conflits entre notamment lui et son premier ministre, un gouvernement qui, à un certain moment, il n'y avait plus de cohérence dans leurs actions, mais plus loin encore, il y a eu des sécessions. Est-ce que ça justifie votre thèse de dire que la force a manqué à la justice pour alors maîtriser bien le méandre dans la gestion de l'État? Oui, c'est-à-dire, ce sont des ingrédients qui ont tout simplement apporté, qui ont renforcé l'impuissance de sa justice. Kasavubu était juste, mais les ingrédients ont fragilisé la force ou ont davantage abaissé sa force pour qu'il ne fasse pas ce qu'il devait faire. Mais le problème est Lumumba. C'est passé combien de temps après l'indépendance? Pratiquement 6 mois après l'indépendance. Kasavubu a fait 5 ans. Donc, le dossier Lumumba était déjà en janvier 1961. C'était déjà réglé. C'était déjà réglé. Donc, il avait encore la possibilité de faire autre chose. Mais les désordres avaient continué. Je ne sais pas, ceux qui ont étudié à l'université de Kinshasa, moi j'ai étudié là-bas, nous avons rencontré les fils barbelés qui entouraient l'université de Kinshasa. C'était dû à quoi?
Parce qu'il y avait un désordre au niveau des hommes politiques qui ne s'entendaient pas. Et l'ONU, à l'époque, l'opération des Nations Unies au Congo, l'ONUC. Maintenant, on parle de MONUSCO, mais à l'époque, c'était l'ONUC. L'ONUC avait demandé à tous les hommes politiques, on les a enfermés à l'université de Kinshasa. On a clôturé l'université. Nous avons rencontré les fils barbelés là-bas. Je crois qu'il y en a encore. On a clôturé l'université de Kinshasa. Pas d'entrée, pas de sortie. Trouver la solution avant de sortir. Et ils avaient trouvé la solution qui avait abouti à ce qu'on puisse nommer Cyril Adoula, le gouvernement Cyril Adoula, est sorti de là. Donc, voilà les contextes dans lesquels il a évolué. Mais pourquoi l'ONUC devait prendre une telle décision? C'est parce que les présidents en face n'avaient pas cette force-là de contraindre les autres. Et pourquoi il n'a pas eu ça? Et pourquoi le conflit Lumumba Mobutu? Mais il y a beaucoup d'éléments. Parce que nous sommes devenus indépendants le 30 juin. Mais le 5 juillet, donc 5 jours après l'indépendance, c'était la mutinerie du camp Kokolo. Le 5 juillet. Et cette mutinerie était contagieuse. Et il y a la base de Mbanzangongo, de tous les militaires pratiquement, dans les environs et puis au-delà, étaient mobilisés pour dire non, nous devons faire cette mutinerie parce que nous sommes devenus indépendants, les civils ont des grades, et puis nous, militaires, nous devons rester comme nous sommes. C'est ce qu'ils étaient révoltés. Avec la fameuse phrase du général Janssen qui disait « avant indépendance égale après indépendance ». Lui avait ça, lui avec cette phrase-là sur le plan disciplinaire. Oui. Mais c'était mal compris et voilà ce que ça avait donné. Le 5 juillet, donc 5 jours après l'indépendance, donc il y a un désordre, ceux qui devaient maintenir la force s'étaient révoltés. Et puis, le 11 juillet, donc 11 jours après, la sécession katangaise. Donc vous voyez qu'en un temps record, il devait faire face à plusieurs crises. Alors pas de moindre. Et comme ces crises étaient téléguidées, par exemple la sécession katangaise, mais c'était les colons belges qui ne voulaient pas de l'indépendance qui fomentaient ce coup-là. Est-ce qu'on peut dire que les soucis du Congo, toutes ces crises auxquelles il devait faire face, c'est ce qui a emporté finalement le président Kasavubu? C'est-à-dire la succession de crise en crise. Parce que quand il y avait ces différentes crises, il y a eu accalmie à un certain moment. C'est ainsi qu'on a, qui se sont dit, bon, la constitution de l'indépendance, la loi fondamentale, nous devons la mettre de côté. Il faut une constitution qui doit être solide. Et cette constitution, c'est la constitution dite de Luluabourg. Et là où le feu professeur Liao était président de la commission, on a, disons pas enfermé, mais on a envoyé les juristes que nous avions de l'époque pour concevoir une nouvelle constitution à Kananga, l'actuel Kananga. Ok, à l'époque c'était Luluabourg. Luluabourg. Maintenant, quand cette constitution était votée, adoptée, c'était la très bonne constitution conçue par les Congolais. Alors cette constitution, c'est celle-là qui devait être appliquée par la suite et organiser maintenant bien le pays, les élections et ainsi de suite. Or, Tchombe est arrivé avec une force telle qu'il a galvanisé beaucoup de personnes et tel qu'il était populaire, on sentait qu'il pourrait battre Kasavubu en cas d'élection. Et c'est ainsi que les historiens ou les acteurs politiques de l'époque nous disent ou nous ont dit que c'est à partir de là que Kasavubu et Mobutu ont trouvé un compromis. Ils avaient fait un deal pour dire, vous, l'armée, prenez le pouvoir pour 3 mois. C'était pour neutraliser Tchombe. Et je tiens de quelqu'un qui avait participé à la réunion du haut commandement. Quand ils avaient pris le pouvoir, les émissaires de Kasavubu. Je cite le nom, un monsieur, le nom m'échappe, mais ça va venir. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort, le monsieur là. Il n'y a pas longtemps. Batiaka, voilà. Jean Batiaka. Il était militaire? Non. Non. Lui était des gens qui travaillaient autour de Kasavubu. Et puis, ils étaient délégués. C'était un deal entre Kasavubu et le président Mobutu.
Et le président à l'époque, chef d'état-major général. Voilà. Alors maintenant, ils ont quitté le lieu pour aller annoncer à Kasavubu que non. Mais maintenant, ils viennent d'opter pour un coup d'État. Parce que Mobutu ne voulait pas prendre le pouvoir pour 3 mois. Il voulait que le général Moulamba le prenne. Alors, Mobutu, non, moi, 3 mois en tout cas, je préfère que Moulamba prenne le pouvoir, l'armée prenne le pouvoir, Moulamba prenne le pouvoir. Moi, je reste de côté, je reste à l'armée. Mais c'est Bobozo qui a dit, mais pourquoi tu refuses? Ah non, si c'était 5 ans, là je pouvais prendre le pouvoir, mais si c'est 5 ans, ça devient un coup d'État. Or, moi je ne voudrais pas de coup d'État, mais on confie le pouvoir à Moulamba, au général Moulamba. C'est Bobozo qui dira non. Comme c'est toi qui es venu avec l'idée, bon, on t'accorde 5 ans, si c'est un coup d'État, on s'en fout. C'est ainsi qu'ils ont désigné Mobutu pour 5 ans. Jusqu'à reléguer. Et quand ces aînés-là, Batiaka, retenez ce nom, il y avait même une église, Anjili, une église qu'on appelle encore Miss Proco. L'église s'appelle Miss Proco. Son fils continue à diriger cette église-là. Ok. Alors, ils sont allés annoncer la nouvelle à Kasavubu que non, ce n'est plus une cession pacifique de pouvoir pendant 3 ans, mais l'armée vient de prendre la décision que c'était un coup d'État. Et bon, c'est après qu'il verra les gens venir le prendre doucement, l'amener à Boma. Donc, une passation, un coup d'État en douceur. Au départ, c'était en quelque sorte un arrangement, mais après, ça s'est muté en coup d'État réel. Et pourquoi? C'était dans le but de fragiliser Tchombe. Parce que Mobutu jouait les jeux, il va chez Kasavubu. Ah, attention, faites attention à Tchombe parce qu'il pourra te battre lors des élections. Et quand il va à Tchombe, faites attention, sinon Kasavubu va te battre. Donc, malignement, il a joué c'est un jeu à sa manière, et voilà ce que ça va apporter. Ok, mais finalement, le président Kasavubu meurt. Après, on peut dire que c'était après 2 ans après que Mobutu ait récupéré le pouvoir. Non, 4 ans. 4 ans, voilà. Parce qu'il a quitté en 65, il est mort en 69. 4 ans après. Est-ce qu'on peut dire que c'est le poids de tout ce choc? Parce qu'il venait aussi d'une longue campagne. Après les tables rondes, tout ce que nous connaissons avant l'indépendance et tout ce qu'on a connu comme des crises, il était encore physiquement exploité fort. aussi. Non. Il est mort à l'âge de 52 ans. Il était encore physiquement fort. Mais la maladie est arrivée, il devait se faire soigner. C'est que Mobutu avait refusé. S'il s'était fait soigner normalement, peut-être il serait mort même vers les années 80, ou même maintenant peut-être il serait encore en vie. Voilà. Mais j'aimerais que l'on suive l'élément pendant les cérémonies qui ont eu lieu le 24 mars dernier, c'était le jeudi passé. Alors, on va voir dans cet élément votre intervention, votre discours, nous allons l'analyser. Mais il y a aussi le discours de la petite fille de feu, Joseph Kasavubu, Madame Kiatazabou Kasavubu, Carole, mais également le secrétaire général de l'UDPS qui est intervenu aussi dans une interview que nous avons eue au sortir de la messe. Alors, il a parlé des valeurs de Joseph Kasavubu. Nous allons analyser tout ça juste après cet élément. Une Eucharistie en mémoire de l'un des premiers séminaristes congolais, devenu premier chef de l'État du Congo démocratique indépendant. Joseph Kasavubu, parce qu'il s'agit de lui, est l'une des personnalités de l'histoire politique du Congo, célébré comme pionnier de la bonne gouvernance, même 53 ans après sa mort. Son administration va briller d'une orthodoxie restée légendaire que l'histoire va inscrire en lettres d'or son nom au tableau de champion de la bonne gouvernance qu'aura connu notre pays. Il a marqué son temps dans la bonne gestion des affaires publiques et sa communauté Congo entend pérenniser son modèle de gouvernance qui fait l'unanimité dans le long processus du développement intégral auquel la RDC est engagée. Son Excellence, M. Joseph Kasavubu, héros national. Ce qui est dit de lui en rapport avec la bonne gouvernance et son degré élevé de sagesse ne fait l'ombre d'aucun doute. À ce titre, il y reste un modèle
pour les générations actuelles et futures. Présent à la messe, le secrétaire général du parti au pouvoir, l'UDPS, a salué la mémoire de ce héros de l'indépendance et assume l'engagement du président Tshisekedi à imposer la bonne gouvernance à l'instar de son prédécesseur. Le chef de l'État actuel, son Excellence Félix Tshisekedi, agit surtout à ce qui concerne les finances publiques, comme le fait le président Kassabou le faisait. Peu avant cette messe, la famille et les notables Congo se sont recueillis au pied du monument de Joseph Kasavubu à Kimpwanza, aux côtés d'autres personnalités. Natif de Boma dans le Congo central, Joseph Kasavubu est décédé le 24 mars 1969 dans sa relégation à la suite d'un coup d'État orchestré par le maréchal Mobutu qui l'a succédé en 1965. Ce reportage pendant ces cérémonies auxquelles nous avons pris part, et d'ailleurs vous en étiez bien l'organisateur, et lorsque je suis dans le discours, je veux bien commencer par vous parce que vous êtes présent sur ce plateau, vous parlez du degré élevé des sagesses de Kasavubu. Comment vous expliquez ça? Oui, parce que si Kasavubu n'avait pas un degré élevé de sagesse, le pays serait en miettes. Parce que quand on se battait pour l'indépendance, quand il y avait lutte pour l'indépendance, certaines personnalités d'autres provinces ne voulaient pas de l'indépendance. Je dis bien, ne voulaient pas de l'indépendance à ce moment-là. Mais c'est naturel que Kasavubu souhaite que l'indépendance soit acquise à l'époque, tout simplement parce que son parti, l'Abaco par exemple, ce parti-là figure parmi les premières organisations politiques qui ont revendiqué l'indépendance. Oui, c'est-à-dire, ce que je voudrais dire, il y a des gens qui ne voulaient pas de l'indépendance à cette époque-là et estimaient que les Belges devaient d'abord travailler, équilibrer toutes les provinces avant de céder le pays à l'indépendance. Parce qu'eux croyaient que, comme le Congo central avait déjà beaucoup d'atouts, donc ils pouvaient se séparer, ils étaient déjà bien. C'est ce que les gens croyaient. Maintenant, à un certain moment, l'Abaco avait menacé en disant aux autres frères qui refusaient l'indépendance, en disant « Si vous ne voulez pas de l'indépendance, eh bien, nous allons solliciter notre indépendance. Donc vous allez rester dans la colonisation, nous allons couper notre parti et puis on devient indépendant, vous restez de votre côté. » Cette menace était brandie par l'Abaco. Mais, quand les autres ont compris que c'était bien qu'en retard, il y a des gens qui ont compris après 58, alors que l'Abaco avait commencé comme parti politique. Vous savez, même aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont jamais compris que l'indépendance était nécessaire à cette époque-là. Donc, raison de plus pour ces frères-là de dire que l'indépendance n'était pas importante. Maintenant, comme il y avait des gens qui pas préparés. Mais comme il y a des gens qui ne comprenaient pas encore. Et les Belges voulaient entrer dans ces pièges. Pour eux, c'était quelque chose de bien. Qu'on libère seulement le Congo central qui revendique, les autres restent dans la domination. Ça allait faire du bien pour la Belgique. Alors, mais, heureusement pour nous, les autres, c'était un courant africain. Le Kwame Nkrumah, le Ghana était devenu indépendant, le Sékou Touré avait obtenu l'indépendance de la Guinée, ainsi de suite. Donc c'était un courant, les autres ont quand même compris. Et nous entrons dans l'ère de l'indépendance. Maintenant, quand les sécessions ont commencé, non, mais je voudrais aussi est-ce que vous pouvez la aussi... sagesse, je voudrais arriver à ce niveau-là. Quand les sécessions ont commencé, si lui n'était pas sage, mais il pouvait dire à ses frères, mes chers amis, c'est le moment. Comme il y a les Katanga qui veulent se séparer, le sud du Kassai qui veut se séparer, bon, nous reprenons notre morceau du Congo central et puis on devient indépendant, c'est tout. Mais cela a été appuyé par son collègue Philbert Youlou de Brazzaville, qui travaillait pour la reconstitution du royaume Congo. Que si le Congo de Brazzaville et le Congo du Congo-Kinshasa se mettaient ensemble, facilement on va libérer le Congo de l'Angola et refaire le royaume Congo. C'était leur plan. Mais quand Kasavubu est devenu chef de l'État, il dit, moi je ne suis plus chef de l'Abaco, je suis devenu chef de l'État, je dois me battre pour tous les pays. Donc, c'est l'histoire que vous m'amenez de séparer le Congo
vous rejoindre à vous, moi je n'en veux plus. Donc aucun Congolais n'a jamais accepté la balkanisation Mais telle qu'on a toujours entendu chanter. Mais justement, parfois. Non, il y a des Congolais qui avaient accepté ça. Quand Tchombe fait ça, c'est la balkanisation qu'il avait accepté. Mais Kasavubu avait les moyens de l'accepter. Il a refusé. Il dit, moi on m'a laissé un seul pays, je vais diriger ce pays-là. Point. Mais il paraît qu'il était aussi parmi les personnalités qui avaient exigé la présence de Lumumba à la table ronde parce qu'il était resté d'abord ici en prison. Mais oui, il y avait une scène à Bruxelles. Quand Kasavubu est arrivé à Bruxelles avec les autres, il a disparu. Il n'était plus visible. La table ronde a commencé, Kasavubu n'était pas au départ. Quand on validait les mandats de ceux qui doivent participer à la table ronde, Kasavubu n'était pas là. Et les gens le cherchaient à Bruxelles, on ne le voyait pas. Et puis, quelque temps après, il atterrit, il rentre à Bruxelles, on lui pose la question, mais vous étiez où? Parce que nous avons déjà validé le mandat, vous n'avez même plus le droit d'entrer dans la salle de réunion. Alors c'est alors que les Daniel Kanza ont demandé, comme c'est Daniel Kanza, qui était le vice-président de la table ronde, a fait comprendre aux gens, laissons-les d'abord entrer, qu'ils nous disent là où il était et pourquoi il nous avait quittés sans informer qui que ce soit. C'est quand il est rentré dans la salle, on lui pose la question, mais dites-nous maintenant, vous avez fui pourquoi? Où est-ce que vous étiez? Il dit non, moi je n'ai pas fui, mais je réalise qu'un des grands acteurs de l'indépendance n'est pas là. On ne peut pas traiter la fin de l'indépendance sans qu'il ne soit présent. Et il parlait de Lumumba. Donc moi, pour que je participe à cette table ronde, Lumumba doit être là. Mais tous les Congolais qui étaient là avaient jubilé. Et tout le monde est sorti en disant qu'Kasavubu a raison, nous devons rentrer quand Lumumba sera là. C'est la preuve de l'unité des Congolais qui a commencé il y a plusieurs décennies. Ah mais oui, ça c'est déjà un élément important que les gens doivent comprendre. Si Kasavubu n'avait pas exigé la présence de Lumumba, s'il était égoïste, s'il n'avait pas ce degré de sagesse... Est-ce que nous avons les mêmes politiciens qui ont les mêmes réflexes? Non, on ne peut pas... C'est vrai, on ne peut pas les juger. Oui, mais lorsqu'on analyse notre contexte politique, aujourd'hui nous sommes dans une sorte de guerre où les politiques aimeraient bien être d'abord eux, au premier plan, leurs intérêts d'abord. Ah, c'est ça malheureusement. Mais moi d'ailleurs, même dans mon discours, j'ai insisté sur un point très important. Il faut comprendre Kasavubu sur le plan spirituel pour que vous le compreniez mieux. Et les dimensions spirituelles, les gens négligent toujours. C'est un politique, hein? Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un spirituel, bien qu'il a été au séminaire avant de devenir ce qu'il est devenu après. Je ne dis pas que Kasavubu était un homme spirituel, il a tenu des discours spirituels devant les gens. Non. Mais nous qui faisons les analyses de sa personnalité, nous devons nous plonger sur le plan, nous devons voir le monde sur le plan spirituel. Comment évolue le Congo sur le plan spirituel? Comment évolue le monde sur le plan spirituel? C'est ce que nous devons chercher à comprendre pour bien comprendre le rôle de Kasavubu. Et raison pour laquelle, moi je parle toujours de deux... Ce sont des faits spirituels indéniables. Quand on parle de Frantz Fanon qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mais Frantz Fanon ne fut pas un Congolais, ni un Africain. Mais il a étudié le Congo. Mais il a vu la situation, pas seulement le Congo, mais l'Afrique et le contexte international. Et c'est une pensée peut-être inspirée qui lui est arrivée pour dire que le Congo c'est la gâchette de l'Afrique. Maintenant, quand nous transposons cette image chez nous en Afrique, au Congo plutôt, mais nous sommes en droit de dire que le Congo a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve dans le Congo central. Comment vous expliquez ça? Pardon? Comment vous expliquez? Mais tout simplement parce que les grands faits que le Congo a vécu, c'est-à-dire la lutte de l'indépendance a commencé par là. Oui, c'est peut-être normal parce que les conquérants sont entrés par là. Mais non, mais c'est pour dire que la gâchette aussi est là-bas. C'est vrai aussi que les conquérants sont entrés par là. Je voudrais que vous l'acceptiez. Non, pas seulement par là. Non, tout a commencé là-bas. Les Zanzibar, ce n'était pas au Congo central. Hein. Livingstone, ce n'est pas ici, c'est de l'autre côté. Les autres, les musulmans qui sont entrés par là, à qui il y a beaucoup de musulmans. Mais c'est peut-être après. Peu importe. C'est pour dire que les voies d'entrée peuvent être nombreuses, mais
les Mais plus il y a importants, toujours une première voie. le plus important, c'est le fait de constater que même si c'était la première voie, ce n'était pas à cause de ça ou grâce à cela, mais c'est grâce au degré de spiritualité. Bon, déjà, la qu'ils ont proximité avec développé. la mer, ça explique Non, tout. ça n'explique pas les degrés de spiritualité. L'embouchure aussi du Ça fleuve. n'explique pas Ça les peut degrés de expliquer. spiritualité. Ah, d'accord. Parce que Simon Kimbangu, qui est le plus grand spirituel du Congo, n'a pas vécu à l'océan. Il n'a pas vécu aussi au bord du fleuve. Donc lui, le fleuve, il les voyait à distance. Alors, parlons Donc, les de la degrés de dimension spiritualité, spirituelle, oui. Justement, c'est-à-dire, quand on comprend ça sous cet angle-là, que la gâchette se trouve au Congo central, on comprendra pourquoi il a donné cette indépendance. C'est-à-dire, ils ont été inspirés pour lancer la lutte pour l'indépendance. Et c'est eux qui ont fait ça. Là, c'est indéniable également. Donc, quand vous êtes quelque part et que vous dites c'est vous, c'est que c'est vous les pionniers. On doit avoir des preuves. Or là, il y a des preuves que c'est eux qui ont déclenché le phénomène. Alors, ça, c'est un premier fait spirituel. Je vous rappelle également l'une de vos interventions ici. Vous disiez qu'il n'y a pas de plus grandes ou bien de super provinces en RDC. Nos provinces se valent. Sur le plan économique. Ok. Sur le plan économique. Sur le Mais plan sur le plan intellectuel. spirituel? Sur le plan intellectuel, toutes les provinces sont des intellectuels. Sur le plan économique, toutes les provinces ont des richesses. Et sur le plan spirituel, ne négligez pas cette dimension. Ok. Ce n'est pas parce que je suis de là, mais c'est une réalité indéniable. Non, on comprend aussi tous les grands dieux du Congo. Ils ont comme origine là-bas. Ça aussi, vous le savez? Peu importe. Mais nous, les plus grands de Non, nous peut-être tous, c'est cela qui justifie. non, pas nécessairement. Parce que le plus grand, c'est Simon Kimbangu, qui est de là. C'est lui le plus grand. Les autres peuvent se reconnaître dans Simon Kimbangu, peu importe, mais au moins le plus grand, qui est incontesté de tous les Congolais, c'est Simon Kimbangu. Bon, c'est vrai, c'est l'une aussi de religion Pas purement l'église congolaise. kimbanguiste. Je ne parle pas de l'église kimbanguiste. Non, mais c'est de là où est venue l'une des religions Justement. purement congolaises. Oh, il faut les reconnaître quand même. Tant mieux. Mais moi, je parle d'abord de Simon Kimbangu. Voilà. C'est lui qui a dit tout ce qui... La deuxième prophétie qu'on doit appliquer sur le plan intellectuel vient de lui. En 1921, il vous dit vous deviendrez indépendant. Mais ne minimisez pas de tels propos. Et nous sommes devenus indépendants. Donc, c'est ainsi que cette prophétie, en 1921, elle date elle vient de là, du Congo central, prônée par qui? Par quelqu'un de là. Et maintenant, qui déclenche ces mouvements? Des idées pouvaient exister, mais le déclenchement de ces mouvements pour que ça devienne une réalité, c'est aussi eux. Donc, il ne faut pas mettre de côté cette liaison. Donc, c'est en cela que j'ai dit qu'ils sont les détonateurs. Maintenant, nous maintenant, est-ce que nous pouvons encore dire que nous allons battre pour l'indépendance? Ce n'est pas nécessaire. L'indépendance est déjà là. Maintenant, nous battons pour le développement. Comment développer le pays? C'est ça la grande bataille que nous devons mener. Même les chefs de l'État, est-ce qu'il a un autre objectif? Son objectif, c'est de développer le pays. Alors maintenant, nous devons justement l'aider, le pousser pour qu'il développe le pays. Alors, les grandes idées, c'est celles-là que nous pouvons mettre en chantier pour les lui proposer. Et raison pour laquelle, quand on atteint ce degré-là de pousser le pays au développement, on réalise la deuxième prophétie de Simon Kimbangu, que vous connaissez, quand il dit « les blancs deviendront des noirs, les noirs deviendront des blancs ». Mais il faut comprendre ça sous l'angle du développement. Comment est-ce que nous allons changer de peau? Non. Mais quand il dit que nous deviendrons comme des blancs, c'est que nous allons nous développer, atteindre le niveau des blancs et peut-être les dépasser. C'est vrai que vous croyez sur le développement, l'avenir heureux de notre pays sur le plan spirituel, mais sur le plan, en réalité maintenant, sur le plan réel, nous sommes encore très loin parce que déjà, en termes de gestion, ici, on prône bien l'orthodoxie financière de Joseph Kasavubu par sa petite fille, mais en réalité, aujourd'hui, les finances publiques, on a encore du mal à les saisir et surtout à les gérer comme il faut. Mais bien, justement, d'abord, la victoire physique est précédée par la victoire spirituelle. Or, sur le plan spirituel, nous avons déjà cette victoire de nous développer. Donc, le développement de notre pays ne doit pas être quelque chose
de surprenant. C'est normal que nous puissions nous développer. Ça, c'est un. Deux, pour concrétiser ce développement. Mais nous avons tout. C'est un jeu d'esprit, tout simplement, qui reste. C'est-à-dire, mettre... C'est comme quand vous avez un puzzle. Tout est là. C'est question de mettre ça, vous mettez à gauche, ça, vous mettez à droite. C'est tout. Et c'est ça qu'il nous faut. Maintenant... donc vous êtes de ceux qui croient que le développement passe par une baguette magique. Ce n'est pas une baguette magique. Parce que quand on fait le puzzle, ce n'est pas une baguette magique. On réfléchit, on voit, ah, ça doit être ici. Vous prenez, vous mettez là-bas. Ça doit être là-bas, vous mettez là-bas. Ça semble être facile. Mais dans la compréhension, c'est-à-dire, pour mettre, il faut réfléchir. Vous n'allez pas mettre en désordre. C'est-à-dire, vous avez la photo, ce que vous voulez. Oui, mais même la réflexion, là, telle que vous dites, on dirait que cette réflexion nous semble être beaucoup plus facile. Le Congo est facilement développable. Voilà. Facile à développer. Facile à développer, ça je le confirme. Comment, et l'affirme. Comment vous expliquez ça? Nous tendons vers la fin. Voilà, les ingrédients sont là. Ne nous minimisons pas les richesses naturelles. Moi je parle des ingrédients. Les richesses naturelles. Les ingrédients, quand votre épouse prépare, elle n'utilise pas seulement le sel. Il y a de l'huile, il y a ceci, il y a cela. C'est ce que je dis. Quand vous parlez des ingrédients-là, je cite les richesses naturelles qui sont convoitées. Maintenant, dans ces ingrédients-là, il y a les richesses naturelles qui sont là. C'est naturel. Ça, je vous rappelle encore. Je dis bien les richesses naturelles. Il faut les transformer. Il y a l'homme congolais qui est là. Et dans l'homme congolais, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont là, qu'on ne va pas d'abord former, mais qui sont là. Et le contexte, disons, le minimum pour agir est là. Donc, il suffit tout simplement de mettre chacun à sa place. Le jeu d'esprit dont je parle, c'est celui-là. Prendre celui qu'il faut mettre à la place qu'il faut. C'est tout. Comme ça, vous demandez à celui qui connaît l'agriculture, donnez-nous un plan pratique de l'agriculture. Il va vous les donner. Alors, je voudrais que vous puissiez analyser aussi l'intervention du secrétaire général de l'UDPS qui était présent. Vous l'avez invité, il a répondu. Il disait, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur le plan de la gestion des finances publiques, il fait exactement comme Joseph Kasavubu. Est-ce que c'est parce qu'il a aussi tenté de rembourser une fois les frais des missions, comme le faisait régulièrement Joseph Kasavubu, ou bien il y a une autre raison? Non, ça sont des petits faits. On ne peut pas fonder cette affirmation sur les petits faits de remboursement des frais de mission. Non. C'est que la bonne gestion des finances publiques... Vous voulez négliger les remboursements des frais de mission lorsque nous savons qu'il y a des gens qui vont en mission, parfois, qui gardent même, qui ne vont même pas en mission, mais qui bénéficient des moyens de l'État. C'est-à-dire, peut-être, ne minimisons pas les choses. Le fait de rembourser, c'est une conséquence de son comportement. Ce n'est pas que... C'est là où il faut apprécier je ne sais pas quoi. C'est une conséquence simplement. De sa loyauté, de son patriotisme. C'est un acte à louer, c'est un acte louable. Ce n'est pas seulement ça qu'il faut louer, pas se rembourser les frais d'émission. C'était combien? Peut-être c'était 1000 francs. C'est la conclusion, malheureusement. Mais maintenant, là où il faut comprendre, c'est la phrase, ce que le secrétaire général a dit, c'est pour dire que la bonne gouvernance des finances publiques doit être un acquis pour nous. Alors maintenant, si le chef de l'État remet ça sur la table en disant nous devons avoir la bonne gestion des finances publiques, nous devons avoir la bonne gouvernance, parce que le chef d'État actuel estime que c'est un acquis important pour nous. Maintenant qu'il le dit et qu'il le fait, c'est tout à fait normal que le secrétaire général nous rappelle ça. Donc c'est une bonne chose qu'il ait considéré que la bonne gouvernance doit être un acquis. Maintenant, il y a d'autres chantiers qu'il faut attaquer sérieusement. Entre autres, l'organisation de nos services. Peut-être que les gens ne se représentent pas les degrés de désordre qu'il y a dans nos services. Or, ce degré de désordre ne peut pas nous aider à bien nous développer. Les gens ne comprennent pas ça. Vraiment, on va y revenir. Je sais que vous voulez encore en arriver à la maîtrise des risques. On en parlera prochainement. Mais c'est fondamental. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va y revenir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. Posez des questions au numéro affiché au bas de votre écran. On se retrouve prochainement sur la même fréquence avec le même plaisir. Au revoir.